Et je crois que c'est une des grandes réformes que nous devons, à laquelle nous devons nous atteler. Merci. J'ai oublié de vous dire en introduction que tous les partis politiques ont été invités à cette table ronde et voilà, ceux qui ont répondu sont là, hein, tout simplement. Jean-Michel Grémillet, Front de gauche, par rapport à cette articulation toujours institutionnelle, on reviendra à d'autres questions après. Alors peut-être à l'invitation première que vous faisiez tout à l'heure, le Front de gauche, c'est quoi ? Il faut qu'on le répète, on s'en rend compte à toutes nos réunions qu'il faut qu'on le répète. C'est une organisation qui n'est pas structurée juridiquement, qui est née grosso modo en 2008, prélude aux élections européennes de 2009. C'est la première fois qu'une association d'un certain nombre d'organisations politiques s'est mise en place. Donc en 2008, à l'origine, c'est le Parti de gauche et le Parti communiste français, très rapidement rejoint par Gauche Unitaire, et depuis par cette autre organisation, je ne vais pas faire le catalogue ici, mais enfin c'était un montage, une alliance qui était destinée à travailler sur les élections européennes en premier lieu et qui a été tenue ensuite sur les élections régionales et cantonales de cette année. Mais très important aussi de le dire ici, nous sommes dans un pays qui se désyndicalise, je le regrette. Nous sommes dans un parti aussi, non, je parle en général, je ne parle pas du syndicat précisément, cher François. Nous sommes dans un parti qui se désyndicalise, qui se dépolitise aussi en sens de l'adhésion à un parti politique. C'est sans doute un état de la société. Mais une des forces du Front de gauche, c'est de pouvoir justement rassembler toutes ces forces vives, ces forces citoyennes. Et on voit en ce moment dans notre quotidien, dans nos réunions, dans nos assemblées citoyennes, ô combien c'est fort, c'est vivant et c'est vivace. Ça a une vocation à rassembler au-delà des étiquettes et au-delà des partis politiques. Et dans le cadre de ce qui nous occupe ici, de ce qui nous occupe aujourd'hui, le monde de l'art et de la culture se retrouve énormément dans ce front de gauche, qui est un front citoyen, encore une fois. Voilà. Donc je regrette que Marie-Christine Blandin, si j'ai bien entendu ce qu'elle disait, n'ait pas entendu l'intervention de François Hollande. Moi j'étais dans la salle, effectivement. On a du mal à s'entendre sur ce plateau, je le dis aussi. Il y a un problème d'écho et d'absence de retour. Notre adversaire dans cette campagne, même si la campagne ne nous enferme pas, c'est pas 2012 notre seule échéance, puisque je crois que nous sommes en face d'une société qui est en déliquescence. Nous sommes en face d'une société qui doit profondément modifier son schéma, profondément modifier son organisation. Ce n'est pas uniquement des réformes dont on attend, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Donc notre adversaire, puisqu'il y a campagne électorale, mais Jean-Luc Mélenchon rappelle toujours qu'il sera le dernier président de la République, de la Ve République, et que très rapidement il ira rentrer chez lui, puisque le régime parlementaire sera mis en place dans le cadre de la 6e. Notre objectif, c'est bien de battre la droite. Certains disent encore les droites, nous on pense qu'il n'y a vraiment plus qu'une droite, puisqu'il y a une grande confusion à l'intérieur de ces droites. Donc de battre la droite, c'est un objectif totalement certain. L'état de ce ministère de la Culture est un état absolument exsangue. Heureusement qu'il y a des fonctionnaires à l'intérieur de ce ministère qui lui permettent de continuer à exister. Je suppose qu'il y en a ici. Vraiment, je leur rends un hommage très certain et très sincère. Ce ministère n'existe plus que par ses fonctionnaires, comme ils peuvent. De nombreuses DRAC, vous ne le savez peut-être pas, mais plusieurs DRAC, plus de la moitié des DRAC se sont mis en grève ou en assemblée citoyenne avant l'été, après l'été dernier. Il y a une grande difficulté pour tous ces fonctionnaires à assumer ce qu'on leur demande de faire aujourd'hui. Elles n'arrivent plus à dialoguer avec les institutions, elles n'arrivent plus à dialoguer avec les lieux, elles n'arrivent plus à dialoguer avec les artistes. C'est devenu impossible pour elles d'assumer le cadre dans lequel on leur demande de travailler. Heureusement que les fonctionnaires tiennent vaillamment, comme ils peuvent, dans le cadre qui leur est fourni. Mais par contre, je ne peux pas non plus ne pas être critique en rappelant que cet adversaire, c'est bien la droite. Je le crie, je le répète. Je ne peux pas non plus être critique à l'égard de ces postures un peu difficiles que j'ai entendues. Vous n'avez pas pu ne pas remarquer que le mot art n'a pas été prononcé tout à l'heure. Il a été question des arts à propos de l'éducation artistique vers la fin de l'intervention. Et même le mot artiste a été timidement prononcé. Je ne le dis pas pour être polémique. Je le dis simplement parce que notre objectif, encore une fois, ce n'est pas de parler d'adversaires à l'intérieur de notre famille naturelle qui est la gauche, mais de tirer les choses vers la gauche. Pierre Laurent récemment disait, vous nous avez demandé un jour d'être plus écologiste, vous nous avez demandé d'être plus ceci, d'être plus cela, d'être plus économiste, d'être plus réaliste. Aujourd'hui, nous vous proposons d'être de gauche. C'est ça ce qui fonde le Front de gauche aujourd'hui. Ça n'est pas une adversité, encore une fois. Le mot émancipation a été prononcé par François Hollande. Le mot émancipation, c'est celui qui est à toutes les pages du programme du Front de gauche. Voilà, c'était juste pour situer ce qu'est le Front de gauche dans ce débat et ne pas le mettre à un autre endroit. D'accord, merci. Oui. Je vais vous faire conclure cette première partie. Après, on attaque la question de la démocratisation, démocratie, les droits, etc. Je pense que ce débat a un intérêt parce qu'il faut quand même dire que la situation laissée par ce quinquennat sarkozyste est épouvantable. J'avais été invité il y a 2 ans et j'avais déjà fait état de la souffrance des artistes, des acteurs culturels, mais 2 ans après, c'est épouvantable.
Donc avant de parler des réformes, je vais juste dire ce qui se passe. J'ai encore reçu des lettres de gens qui n'ont plus d'emploi, qui n'arrivent plus à jouer, dont les productions s'effondrent, des petites compagnies qui n'arrivent plus à travailler comme elles le faisaient avant. Parce que je crois que l'État libéral, l'État ultralibéral est en train de se mettre en route comme il se met en route à l'intérieur de l'Europe. D'ailleurs, c'est assez réjouissant de voir que ce soit les ultralibéraux qui sont chargés de construire une confédération européenne, eux qui sont pour la concurrence. On voit bien qu'il y a un moment, ils n'y arrivent plus. Là, le problème que nous avons, c'est qu'effectivement, les collectivités territoriales, Karine l'a dit, se sont vues par la contre-réforme des collectivités privées de moyens pour la culture, et nous en subissons tous les jours vraiment le joug. Ensuite, il y a le ministère de la Culture qui abaisse les subventions. Bercy se vante, comme l'a dit Olivier Poivre d'Arvor, d'avoir essoré le budget culturel des affaires étrangères. Et maintenant, on veut nous faire des agences. J'ai discuté avec le conseiller culturel de Nicolas Sarkozy, qui veut créer le Centre national de la musique, dont il dit que ça va être bientôt une agence. On en parlera à la fin du Centre national. Oui, mais je peux dire que là, on sent que l'État libéral, qui a beaucoup de facilité sur le mode communicationnel, exerce une extrême violence. Et je crois qu'il faut en parler. Les conséquences sont dramatiques et il faut réformer parce que si nous ne faisons rien maintenant, eh bien l'art et la culture dans ce pays ne seront bientôt plus rien. Balladur, qui était assisté de Nicolas Sarkozy à l'époque, avait fait un programme culturel qui tenait sur une page et qui disait « Les banques et les maisons d'assurance n'ont qu'à s'occuper d'eux ». Heureusement que nous n'avons pas suivi son conseil. Merci François. Est-ce que Pascal Rogard veut réagir avant que je passe? Je vais passer après à la démocratisation. Juste, j'avais pas compris que j'étais une réunion électorale, donc c'est pas grave. C'est une. Voilà, c'est une boutade. Je voudrais dire non, mais François Lepillouer, je voudrais quand même vous dire que moi, je n'ai la carte d'aucun parti politique. Ah que bon oui, je tiens à le dire parce qu'il y a des choses qui sont dites, en particulier par toi, qui ne me plaisent pas. Ah bah, il faudrait pas le dire à d'autres. Que mon seul parti, c'est le parti des défenseurs de la création et des auteurs. Voilà. Oui, mais parfois tu as des opinions très proches de l'UMP. Non, j'ai des opinions très proches. J'ai des opinions très proches d'Édouard Balladur et de François Mitterrand quand ils ont défendu l'exception culturelle, par exemple. Voilà. Bon. Non, sur le sujet, la SACD a l'avantage ou l'inconvénient, je ne sais pas, d'avoir un tiers de ses activités spectacle vivant et 2/3 de ses activités audiovisuelles et cinéma. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'hormis la question des compétences culturelles des collectivités locales, mais qui traitait, c'était tout petit dans un grand ensemble, même si c'était important pour nous, on a dû passer une dizaine de fois devant les parlementaires pour des projets concernant l'audiovisuel, l'Internet, le cinéma, et qu'on n'ait pas passé une seule fois sur cet ensemble quand même considérable pour notre pays qu'est le spectacle vivant. Donc, moi je me réjouis, et je ne fais pas de politique, je vous le dis sérieusement, je me réjouis que, le candidat François Hollande ait annoncé qu'il y aurait une loi d'orientation sur le spectacle vivant, et pour moi une loi d'orientation doit fixer aussi des éléments de la politique culturelle, c'est-à-dire si on a des ressources, c'est pour quoi faire, et pour quoi faire, c'est pour défendre aussi la création française, comme on l'inscrit d'ailleurs dans les textes sur le cinéma et l'audiovisuel. Pascal, je vous propose qu'on revienne sur la loi d'orientation en dernière partie. Et je voudrais dire que c'est quand même dommage que ces sujets du spectacle vivant n'aient pas été abordés, qu'on ait été quand même, là-dessus je suis d'accord avec François Lepillouer, très conservateur, mais le conservatisme il se partage à la fois entre les politiques et les professionnels, parce que il faut aussi que les professionnels mettent sur la table des propositions concrètes, et j'attends les vôtres, hormis la simple augmentation des budgets ou les emprunts. Tu nous les empruntes. Attends. De toute façon, on va ouvrir le débat sur cette question-là, sur les capacités du secteur à changer. Donc la question du changement arrive. Alors, deuxième partie, pour moi, on a clos la première partie qui est plutôt institutionnelle. Je passe à une deuxième partie que j'ai appelée Démos, le peuple, parce que dessus, eh bien, ou derrière ça, il y a le mot de démocratisation, il y a le mot de démocratie culturelle. Pour d'autres, il y a la question de passer
au fond, d'arrêter le mouvement top-down ou bottom-up et de se dire on est dans des équivalences. Donc on est sur la question des droits culturels qui fonderaient une nouvelle société culturelle. On est sur l'organisation qui découle de ça, les agendas 21 de la culture, le rôle de CGLU, on expliquera plus tard ce que c'est, l'aménagement culturel du territoire. Vous voyez, c'est vaste. Hein. Et puis en deuxième partie, on abordera de cette question démocratique, on abordera la question du numérique, sa place, et puis bien sûr la question des droits d'auteur. Alors on va essayer d'être aussi discipliné que sur la première, parce qu'on en a bien tenu le timing, et comme Bernard Fervieux-Darcy a pris la parole, c'est lui qui va ouvrir cette deuxième partie, justement sur la question de la démocratisation, la relation aux industries culturelles peut-être. Oui, alors, tout d'abord, je dément représenter le Parti communiste marxiste-léniniste français, tendance albanaise. Je ne sais pas si ça peut être traduit en langue des signes, mais... Il faut signaler le gros travail qui est fait à côté de nous, là. Bravo. Le terme de démocratisation, moi, me gêne, finalement. Et c'est vraiment une spécificité française qu'on ne retrouve pas véritablement dans le vocabulaire des pays européens voisins. Et évidemment, il est repris. Moi, je préférais parler d'élargissement des publics, même si ça paraît une mesure moins ambitieuse. La démocratisation culturelle, pour quelqu'un comme moi qui a évidemment connu le ministère de la Culture en d'autres temps plus radieux, c'était lié au débat entre démocratisation et démocratie, avec une critique qui était de dire à l'époque, mais c'est la culture bourgeoise de l'appareil idéologique d'État, pour reprendre les termes de Gramsci, que l'on cherche comme ça à faire partager aux couches populaires. Donc il y avait vraiment des débats, des discussions acharnées sur la question. Maintenant, démocratisation nous est revenu en boomerang sous la forme d'un échec. C'est-à-dire que prenant prétexte ou prenant appui sur les études décennales du département des études de la prospective et de la statistique du ministère de la Culture, on a vu, je crois, la droite, mais ça a été relayé parfois par la presse grand public, on a appris donc que nous étions en situation d'échec. Qu'il y avait un échec de la démocratisation, ce qui nous a conduit à quelques-uns d'ailleurs à contester un peu la méthodologie qui était utilisée. Et d'ailleurs, je crois que les chercheurs en question ont fait un peu amende honorable. Je sais très bien pourquoi il y a ça. Parce qu'il y a une offensive généralisée de la part effectivement de la droite de dire, mais finalement, l'action des pouvoirs publics, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités territoriales, n'est pas véritablement ni légitime ni nécessaire. Et que finalement, le ministère de la Culture, on l'a dit, pourrait très bien être un ministère du patrimoine et des industries culturelles. C'est une chose qui a été dite en tant que telle, notamment par Guillaume Cerruti, un ancien directeur de cabinet, actuellement président de Sotheby's, et qui a du talent, mais qui rappelle effectivement qu'à l'ère du numérique, on pourrait très très bien se concentrer uniquement ou confier la tâche de la démocratisation culturelle, entre guillemets, aux industries plutôt qu'au pouvoir public. Et à ce moment-là, on tombe dans une sorte de culpabilisation des milieux professionnels en leur disant « mais vous êtes nuls parce que vous voyez, vous n'avez pas réussi à renverser la composition socio-professionnelle de vos publics ». Alors moi j'ai entendu ça au Festival d'Avignon, je pense que le Festival d'Avignon est un festival qui marche plutôt bien, depuis quand même un peu plus de 65 ans. Mais c'est vrai que la composition socio-professionnelle du public du Festival d'Avignon n'est pas fondamentalement différente maintenant de celle qu'il était du temps de Jean Vilar. À savoir que les agriculteurs continuent à s'occuper effectivement des melons à cette époque et que c'est vrai que les ouvriers, peut-être maintenant, les comités des entreprises les orientent plus vers le Cirque du Soleil que vers le théâtre du même nom. Hein. Donc, il y a ce problème-là. Mais il ne faudrait pas quand même que l'on intègre cette culpabilisation en disant, ben, finalement, vous, les milieux culturels, vous n'êtes pas capables de renverser la situation du pays, alors qu'il y a bien d'autres facteurs. Un petit peu comme si on ne demande pas, par exemple, aux responsables de stade de foot de renverser la composition socio-professionnelle des spectateurs d'un match. Donc, je crois qu'il faut réagir par rapport à ça. Il faut refuser ce discours. C'est qu'à un moment dans l'article du Monde qui parlait de cette étude, il est clair que le spectacle a beaucoup progressé, mais les gens n'en parlent pas, ça ne les intéresse pas. Je me souviens qu'une fois un journaliste avait demandé à un représentant de ce département mais pourquoi le théâtre progresse. Il avait dit ça doit être à cause des one-man shows parisiens.
qui n'avait d'ailleurs pas étudié du tout. C'est-à-dire qu'à des moments, ça gêne que le spectacle vivant ait du succès parce que ça ne va pas dans le sens de la théorie ultralibérale. Non, je vais répondre parce que... Oui. Non, attendez. J'ai connu la SACD plus progressiste. J'annonce chaque année, et je ne couvre pas la totalité du champ du spectacle vivant, des résultats en augmentation pour le spectacle vivant. Je suis très fier de l'annoncer. Le seul problème du spectacle vivant, à la différence du cinéma dont je viens, c'est qu'il n'a aucune capacité d'annoncer en fin d'année des chiffres sérieux et crédibles. Et que donc il n'y a pas, à la différence du cinéma, une action et une présentation par un certain nombre de journaux, de la presse, des chiffres du spectacle vivant. En période de crise, le spectacle vivant marche très bien. Il est, comme ça a été rappelé à cette tribune, un atout. Il a été un atout pour notre pays, mais nous n'avons pas la capacité de communiquer de façon fiable auprès des organes de presse. Ça, voilà la vérité. Oui, vous êtes d'accord, mais on n'a rien fait depuis 2 ans. Non, mais nous avons toujours demandé à ce qu'il y ait un observatoire national du spectacle vivant, une idée que nous avions. Et le problème est c'est que... mon non, idée. Ne me prenez pas mon idée, monsieur Le Pilouer. C'est mon idée, celle-là. Je dirais simplement que je trouve que c'est dommage que les résultats du théâtre, de la danse, des arts du cirque, des arts de la rue ne soient pas pris en compte. Et que quand ils sont bons, eh bien les gens n'en parlent pas. C'est quand même gênant. Merci. Karine, rapidement, je vais passer la parole à ceux qui ne l'ont pas encore eu, notamment à Philippe Berthelot. Oui, très rapidement, parce que cette question d'élargissement des publics, elle dépasse même le spectacle vivant. Pardonnez-moi, nous sommes ici, c'est vrai, dans une enceinte particulièrement axée sur cette dimension, mais pour nous, les politiques, bien sûr, l'engagement des politiques publiques vers la culture, il est bien aussi de comprendre, de mieux évaluer les changements des usages aussi des populations, des gens. Et quand François Le Pilouer parle, c'est vrai, de disciplines qui prennent toute leur place, comme les arts de la rue, mais je laisserai Philippe bien sûr en parler, la marionnette, le cirque, il faut que nous prenions aussi en compte cette dimension pour que les choses ne se réduisent pas. Bien sûr, je partage entièrement l'analyse de Bernard Fèvre-Darcier sur la volonté de l'État de culpabiliser et de stigmatiser tout ce qui a pu se faire pour réduire la pensée. Nous avons le devoir, je crois, dans une réforme à venir ou dans une politique culturelle à réinventer, de nous préoccuper aussi, non pas que des publics, mais des populations. C'est-à-dire que avoir la volonté de rendre l'accès le plus large possible au public, et c'est ça la démocratisation, c'est aussi ne pas se concentrer au lieu, bien sûr, qu'il faut continuer bien sûr à soutenir, mais bien comprendre que les usages se modifient, ils changent, et qu'il faut intégrer cette dimension pour rendre accessible au plus grand nombre les œuvres. Merci, justement, ça me donne une bonne transition, parce que Olivier Poivret d'Arvor parle, je ne vais pas lui donner la parole tout de suite, mais parle du déni de démocratie dans le livre que j'ai cité tout à l'heure. Et je voudrais donc m'adresser à Philippe Berthelot, le président de l'UFISC. Au fond, la démocratie, c'est pas. Est-ce que l'intérêt général, autrefois incarné uniquement par l'État, n'est pas aujourd'hui une question partagée par tous? Et comment on peut prendre en compte cette question pour parler peut-être de la population, des publics et de nouvelle démarche par rapport à ça? Je voudrais juste revenir, si c'est possible, sur ce qu'a dit François Le Pilouer sur la souffrance qui est actuellement portée, vécue par de nombreux artistes, techniciens, mais aussi citoyens. C'est-à-dire que la problématique de la culture est une problématique globale de toute notre société. Et qu'on ne peut pas isoler le phénomène culturel de l'ensemble des autres secteurs d'activité dits économiques. Et qu'on est bien sur un mouvement de fond qui se veut à la fois comptable et économique traditionnel, qu'on appelle libéral. Et ça, c'est déjà, je pense, pour nous, si on veut sortir des conservatismes, à la fois politiques et professionnels, puisque c'est ce que j'ai entendu, il est fondamental de rentrer dans cette vision-là.
parce qu'autrement, il n'y aura pas de transformation sociale. On sera que sur des visions catégorielles, que sur chacun essaye de sauver ses meubles. Et on ne peut pas voir le problème uniquement par l'angle du ministère de la Culture, comme on a pu le faire jusqu'à présent, puisqu'on sait bien que tout s'est complexifié et que l'élément culturel, la prescription culturelle n'est pas qu'à un seul endroit. Elle est beaucoup plus partagée. Donc le propos, c'est peut-être à un moment donné de revisiter la démarche démocratique. Alors ça a été dit à un moment donné, mais pour faire quoi? On parle de déni de démocratie, mais pour examiner, pour explorer quoi? Qu'est-ce qui fait politique, si ce n'est l'intérêt général? Quels sont les fondamentaux de l'intérêt général? Qui peut re-questionner l'intérêt général? Est-ce qu'on est sur un intérêt général qui se veut utilitariste et libéral, comme l'Europe s'est construite jusqu'à présent? Ou est-ce qu'on est sur un intérêt général qui est plus volontariste et qui dépasse, qui transcende les intérêts particuliers? Et ça commence déjà par faire le ménage devant chacun devant sa porte, de se repositionner au niveau de la société. Et c'est un peu le propos dans ce qu'on lance actuellement, où on parle de l'art et public, c'est l'art est l'affaire de tous. Et qu'il faut se re-questionner sur ce terrain-là, à l'occasion de présidentielles qui ont tendance à capter et à focaliser autour de personnalités de programmes politiques de partis, à l'occasion des législatives, et continuer ce mouvement qui doit, à un moment donné, nous permettre de re-questionner autrement la dimension d'intérêt général, qui est en fait l'élément qui permet la norme juridique, que ce soit sur la propriété intellectuelle, mais aussi d'autres problèmes d'intervention des politiques publiques. Je pense que déjà, il faudrait qu'on puisse essayer de retravailler sur ce terrain-là et de se re-questionner sur les fondamentaux. Alors c'est vrai, nous, on essaie d'avancer sur les droits culturels, c'est-à-dire revenir sur ce qui fait l'humain. Et ça, c'est des problématiques qu'on retrouve dans tous les domaines d'activité économique. C'est quoi les droits culturels? Comment on les définit? Alors pourquoi pas dans une loi d'orientation? Mais il faut que ce soit des droits fondamentaux. Donc est-ce que c'est seulement sur une loi d'orientation? Est-ce que ça ne doit pas être inscrit plus avant? Donc voilà, ça c'est globalement ce que l'UFISC et toutes ces organisations qui essayent ensemble de sortir du corpo. Même si on doit être sur du professionnel, bien évidemment que ça doit se traduire, même si on doit assumer une posture, qu'elle soit employeur ou salarié, il faut questionner plus large. Voilà, donc c'était le premier élément que je voulais signaler que la question des droits... Pardon. J'étais en mission au Brésil en 2010 et 2011 et les politiques du côté Lula, j'allais dire, se battent pour inscrire les droits culturels au même titre que la santé et l'éducation dans la constitution brésilienne, où pourtant le mot culture, je peux vous dire, figure pratiquement à tous les paragraphes. Ce qui est un grand progrès sur ces constitutions récentes. Je reste sur une question qui me paraît liée à tout ça, c'est celle de l'aménagement du territoire, même si c'est une vieille question, mais en même temps, est-ce que c'est... Tu parlais de la souffrance, mais il y a aussi des populations qui sont complètement coupées de tout ça, parce que cet aménagement, pour moi, n'est pas terminé. Et on a aussi cette relation donc avec les territoires s'illustre. Alors je me tourne plus vers Marie-Christine Blandin. Je parlais tout à l'heure de cités gouvernements locaux unis, qui est en fait l'ONU, j'allais dire, des collectivités territoriales pour moi. C'est-à-dire que le débat international se passe souvent entre les États. Or, ce sont les collectivités, les grandes villes, les grandes régions, je pense à la Catagnole, à Londres, à Montréal, à Sao Paulo, etc., qui portent ces évolutions. Et ces grandes régions et ces villes se sont engagées auprès de ces GLU sur la construction d'Agenda 21 Culture. Et ça rejoint tout à fait la question d'intérêt général, des droits culturels, du développement durable. Un mot dessus, Marie-Christine? Les agendas 21 de la culture produisent vraiment de la démocratie de base, du dialogue des collectivités, mettent au centre cette notion de droit à la culture de chacun, mais mettent aussi au centre une démocratisation par la démocratie. Nous ne fustigeons pas ce qui s'est passé, c'était absolument nécessaire, cette démocratisation équipementière, tout ce qui a existé de foisonnement. Il faut continuer dans la lancée. Et continuer dans la lancée, c'est se donner les moyens
de faire vivre par l'argent du fonctionnement ce qu'on a investi dans l'argent de la construction des lieux qui doivent devenir des lieux communs, etc. Les agendas de la culture 21 posent aussi la question de la diversité. Pendant que le ministère nous balance la culture pour chacun ou des choses comme ça, ou autres avatars karmites, nous insistons sur la culture de tous. On ne peut pas semer l'appétit de culture si on nie la culture dans les banlieues, si on nie la culture des autres, etc. Nous ne voulons pas hiérarchiser, nous voulons d'une mosaïque féconde. Et la décentralisation, c'est pas le régionalisme, hein. C'est le premier marchepied pour que chacun ait accès à l'universel. Faire une pièce de théâtre avec les filles licenciées de chez Lévis, ça leur a ouvert des horizons, permis des rencontres, et ce genre de mécanisme, y compris l'économie sociale et solidaire, où les gens deviennent à la fois financeurs, acteurs, spectateurs, sont fondamentaux pour tricoter du lien. Et parce que la culture est une matière à part, une matière qui fait humanité, on a vraiment besoin de favoriser tous ces lieux qui tricotent du lien. Et je voudrais dire qu'on a peut-être beaucoup parlé de l'éducation artistique, des collèges, des lycées, etc. On a sans doute oublié les 15-30 ans, parce que c'est là que les pratiques culturelles décrochent. C'est là qu'on perd les spectateurs, c'est là qu'on perd le public, c'est là qu'on perd les lecteurs. Et il y a peut-être du travail à faire, y compris du travail pragmatique, au plus près des médiathèques, au plus près du terrain, au plus près d'inventions, du genre crèche à côté des théâtres pour la soirée, pour pas que les couples vous disent « mais nous, on ne peut pas aller au spectacle ». C'est pas une question d'argent, il y a les gosses à faire garder. Et il y a des tas de choses à inventer avec les gens. Et tout à l'heure, on parlait de réforme. La question n'est pas la qualité d'une réforme, c'est la qualité de son élaboration, c'est la coproduction. Et quand on parle du Centre des musiques actuelles, la coproduction de terrain, c'est la clé pour éviter des embûches où des gens prennent le modèle du CNC en disant c'est mutualiste et créent un bazar dont la rédaction actuelle prend l'argent des petits pour financer les majors de l'industrie culturelle. On va y revenir sur la cité. Merci. Bon, vous voulez, Karine, tu voulais juste un tout petit mot pour rajouter, c'est vrai, à cette recherche, cette réflexion qu'on a pour vraiment élargir au maximum. Vous l'avez entendu tout à l'heure, François Hollande parlait d'inscrire l'histoire de l'art dans les programmes. Ça me paraît vraiment extrêmement important parce que, d'abord, le mot art a été prononcé, donc. Non, l'histoire, parce que c'est important de donner aussi la curiosité à la jeunesse pour qu'elle ait envie d'entrer dans cette démarche de rencontre avec les œuvres. Ça vient pas tout seul, hein. C'est quelque chose qu'il faut nourrir et c'est pour cette raison, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'éducation artistique, mais pourquoi? Parce que sans un accompagnement et particulièrement sans une recherche de curiosité du monde qui nous entoure, mais on est constitué, je suis allée à une conférence sur l'Europe avant-hier soir et la conférencière disait mais l'Europe s'est construit sur un roman. Je trouvais ça magnifique et c'est vrai. C'est-à-dire que nous construisons nos histoires politiques sur des romans. Et toutes ces références, nous avons besoin de les transmettre à nos enfants. Et autour de l'histoire de l'art, c'est extrêmement important de réfléchir à cet élargissement et à ce désir de curiosité. C'est ce que nous cherchons tous, je crois. Bernard Favre-Darcier, dernière réaction sur cette... Merci. J'attends que Pascal Regard ait fini de tweeter ses actions de lobbying à la Commission européenne. Donc, c'est des bonnes actions pour la création. L'élargissement des publics, ça conduit tout de suite, évidemment, à donner de la priorité à la médiation. Et c'est donc l'éducation artistique, c'est la formation des spectateurs et toutes les formes de médiation qui doivent être effectivement repensées et travaillées et qui nécessitent un investissement humain assez considérable. Parce qu'on pense que l'ère du numérique va permettre, comme par magie, de régler la question. Alors, on disait déjà
l'objectif malrussien de dire il suffit d'apporter les grandes œuvres de l'humanité par la délocalisation, en quelque sorte, des musées. Le Centre Pompidou mobile fait encore ça, suffira par la rencontre magique du spectateur, quel qu'il soit, quelle que soit sa formation, à rentrer dans le domaine de la jouissance de l'art. Bon, c'est pas le cas, donc on s'aperçoit que c'est un travail évidemment de fond. Et là, on a l'impression qu'on utilise le numérique exactement comme aussi un pouvoir magique, en disant que de toute façon, ça va résoudre tous les problèmes, donc on n'a pas besoin de financer des actions originales de médiation qui évidemment sont très consommatrices en temps et en personne, en médiateur justement. Moi, pour l'instant, j'ai cru comprendre que l'ère du numérique permettait peut-être la diffusion de sites porno plus que ceux des musées de France. Et je dois bien constater que ce n'est pas suffisant de confier ça à l'ère du numérique. Et la culture pour chacun, alors, c'était un peu ça quand même dans l'idée. Alors je sais bien que la culture chacun, c'était un slogan un peu à inventer parce qu'il n'y avait plus d'argent pour tous. Mais c'est aussi, non c'est vrai, mais c'est aussi l'idée de dire bon bah chacun peut se débrouiller maintenant avec un ordinateur, voilà, et un fournisseur d'accès, et comme ça on aura réglé le problème. Oui, alors c'est vrai que la culture numérique, en fait, la vraie question, c'est moins l'accès aux moyens que les usages du numérique et la capacité de les utiliser à plein. Donc ça repose toujours la même question au fond. Je voudrais qu'on reste sur le numérique, Jean-Michel, parce que c'est sur toujours la même question. Oui, parce qu'il y a souvent une confusion qui est faite. Dire que le numérique, c'est d'une part un outil de création qui est venu se glisser dans les outils des créateurs avec la vidéo aujourd'hui, comme un jour le projecteur est arrivé au théâtre. Ça, c'est un outil de création des artistes et c'est aussi un outil de communication, mais c'est pas du tout la même chose. Donc il ne faut pas confondre les deux. J'ai l'impression que souvent la confusion est faite. Oui, merci. Alors on glisse